L'église au titre, c'est surtout entre 1520 et 1560, disons en gros, on a travaillé là dans l'église à différents niveaux. Il y a un peu de travail début XVIIe, sans doute sous les archiducs. On retrouve la paix, etc. La religion revient en force avec les archiducs Albert et Isabelle. Peut-être à ce moment-là, on a travaillé un petit peu, mais peu. Alors, au XVIIe, il n'y a plus de traces. Et alors, au XVIIIe, là, on a le portail. Donc, il faut bien vous dire que c'était lié aux revenus des décimateurs, qui se faisaient souvent tirer l'oreille pour payer. Alors, donc, et qui sollicitaient évidemment beaucoup les paysans aussi, les locaux. Donc, bref, tout ça est fluctuant hein, en fonction des revenus des uns et des autres. Parce que, il ne faut pas oublier, ça coûte cher. Et ça, c'est le maillet utilisé par les tailleurs de pierre de chez nous. C'est une forme tout à fait, c'est ce qu'ils appellent dans le sud le maillet du nord, le maillet belge. Donc c'est dans un coude d'un arbre, de l'orme souvent. Il faut un bois extrêmement résistant. Et alors les outils sont en fer évidemment, donc des ciseaux, hein, des burins. Donc il y a toute une panoplie, mais ces outils-là n'ont pas changé. Le tailleur de pierre romain utilisait les mêmes outils. Vous pouvez avoir beaucoup, un toucher, vous pouvez donner à la pierre une ductilité. Hein, si vous voulez aller vous rendre compte de ça, allez voir le gisant dans l'église de Braine-le-Château, et vous verrez là, comment le sculpteur a fait la ceinture. Le cuir, il est parvenu à montrer la ductilité du cuir usé. C'est prodigieux. Donc, mais ça, vous ne l'avez pas avec une massette. Hein. Donc il faut un outil en bois qui permet de maîtriser le geste et de donner des petits coups de tapoter, etc. Bien, tout en souplesse. C'est l'identité, c'est moi qui ai fait ça, c'est je. L'identité du producteur, c'est-à-dire du signe de propriété du travail et de la pierre, parce que ce sont des maîtres de carrière. Et responsabilité aussi, et puis publicité. Hein, comme quand vous voyez les architectes mettent encore leur nom en dessous sur les façades des maisons pour dire c'est moi qui ai livré. Ben, la marque ici, c'est pour eux dire voilà, c'est moi qui ai fait ça. Et si vous devez réclamer dans un chantier, si vous avez plusieurs carriers qui fournissent des pierres, à qui allez-vous réclamer s'ils ne les signent pas? Il faut mettre, rien ne ressemble à une pierre plus qu'une autre pierre. La rupture se passe vers, en gros, 1650. Quand à partir de là, le milieu carrier s'alphabétise. Eh bien, quand le carrier s'écrit, il est tout fier de le montrer. Et alors, il met ses initiales. Bien, la porte a été placée en 1744 par Gaspard Mondron. Vous avez M et la croix de Lorraine. Donc, c'est Gaspard Mondron et Joseph Boulouf. Ça veut dire, ici, c'est frère, c'est beaux-frères ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'associent et que donc chacun prend une part des risques. Donc l'association est quelque part l'ancêtre des futures sociétés anonymes. Au lieu de mettre des actions, chacun prend ici on prend un buffet, un gros buffet, un buffet de carrière, ça s'appelle un banc. Hein? Donc un buffet de carrière, et puis on l'exploite ainsi avec chacun ses ouvriers, etc., etc.
Donc, on, on renforce, si vous voulez, on se renforce, mais ça passe en famille, toujours en famille, toujours ce vieux réflexe de sécurité. Ça, c'est très vrai pour les carrières, chez nous, toujours, je dis bien, jusque, en gros, début 19e. En fait, avec le déclin de l'utilisation de la pierre de Tournai, qui est gélive, qui est aussi une sorte de petit granit mais gélive, donc c'est la pierre d'écosine de Feuilly-Arken qui va prendre le relais parce que avec les modes de la pré-Renaissance, la Renaissance, qui aiment les moulures, les fines moulures, etc., il fallait une pierre très dure et qui ne soit pas gélive et qui garde toutes ces moulures avec le temps. L'architecte vient avec son plan, il demande au tailleur de pierre de faire ce tel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous imaginez bien que l'artisan qui reçoit soit le papier, parfois c'est en papier, parfois c'est en bois, le modèle est en bois, ce qu'on appelle les molles, ou bien en métal découpé pour vous donner bien le profil de la moulure. Bon, mais vous comprenez bien qu'il n'aura pas sa pierre dans 8 jours, hein, il faudra des mois. La commande se fait avant l'hiver pour que, après l'hiver, on puisse. Le chantier commence au printemps. Bon. Donc ça dure des mois. Autrement dit, ce modèle traîne. Mais il y en a d'autres qui le voient. Et j'ai retrouvé des archives pour le XVIIIe siècle où l'architecte, pour ne pas le nommer Van Borshed, le grand architecte baroque anversois, dit au maître de carrière de Feuilly, « Si vous laissez copier mes modèles, vous n'aurez plus de commande de ma part. » Les carriers sont des gens qui se déplacent beaucoup. Ils suivent leur convoi parfois pour, comme on dit, approprier les pierres sur place, parce qu'il fallait les adapter, pas toujours parfaitement. Donc ces gens voyageaient beaucoup, voyaient beaucoup, et ramenaient au pays des idées nouvelles. Ce sont donc des gens très souvent qui sont, comment dirais-je, qui font peur à l'Église. Ce sont des gens qui échappent au curé, hein. C'est des gens qui sont tout le temps en route, qui reviennent avec des idées nouvelles, donc sur lesquelles le curé de la paroisse a beaucoup moins de prise. Et on a des textes du XVIIIe admirables d'un curé de Feuilly et d'Arken en disant « mais moi qui mange toujours bien, qui dors très bien et tout, j'aurais beaucoup de difficultés à les gronder, eux qui travaillent, qui suent sang et eau, et qui travaillent comme des galériens. Mais ils jouent aux cartes pendant la messe. Les filles vont dans les cabarets. Alors évidemment, le prêtre tonne contre ça dans ses sermons. Parce que ce sont des gens qui, vu leur déplacement, échappent à l'emprise locale et du Seigneur et du prêtre, les deux pouvoirs, autrement dit. Vous voyez là, le paradoxe de ce métier, ce sont des gens qui manipulent ces maillets qui font quand même plusieurs kilos, qui manipulent pour les rocteurs des massettes de 15 kilos. Donc ce sont des forts à bras, c'est clair. Des forts en gueule, très souvent, parce que la boisson, il joue un grand rôle, hein, vous imaginez bien, ils éliminent de trop. Mais ce sont des gens qui abandonnent ça pour prendre le plan de l'architecte et pour manipuler ces plans avec délicatesse. Donc, ils passent de la masse brute de la pierre au détail finement ciselé. Vous voyez le paradoxe, à la fois donc d'une main brute, d'une paluche, pourrait-on dire, manifestement, et en même temps capable de rendre dans la pierre toute cette souplesse, toute cette ductilité, pour les meilleurs d'entre eux, évidemment, hein, c'est clair.